Bonjour à tous et à toutes pour un nouvel épisode du podcast Dans l'entourage du Cercle polaire. Aujourd'hui, épisode où on va discuter de la père aidance, père aidant, père aidante, famille, jeunesse, tout ce qui englobe la père aidance et un peu c'est quoi, et on va vous parler un peu des rôles aussi de la père aidance au Cercle polaire. Donc, je suis accompagné de Christine, qui est père aidante famille au Cercle polaire, et ainsi que moi-même, donc père aidant jeunesse au Cercle polaire. Donc, c'est particulier parce que là, on va un peu s'auto-interviewer. Donc, on va s'interviewer un et l'autre durant l'épisode. Et voilà, ça va avoir une dynamique un petit peu différente. Donc, je te laisse te présenter, me présenter un peu pourquoi tu es au Cercle polaire, comment tu t'es retrouvé ici. Oui. Allô, Philippe? Allô? Je me suis retrouvée au Cercle polaire. J'ai fait un parcours assez spécial. Je te dirais que j'ai déjà consulté une père aidante famille dans un autre organisme communautaire. Et j'étais en questionnement également à ce moment-là, si je continuais la carrière que je faisais ou si je me réorientais. J'avais le désir depuis plusieurs années de faire du bénévolat, d'aider les gens, mais je ne savais pas trop à quel niveau. Alors, à un moment donné, à travers mes rencontres, la père aidante famille me voyait, m'a questionné, donc si je me verrais comme père aidante famille. Ça m'a remis en question. J'ai réfléchi à tout ça. Ensuite, je me suis inscrite à une formation de la QRP. Mhm. Et me voilà maintenant. J'ai commencé un stage au Cercle polaire et on m'a offert de rester. Et c'est ce qui fait que, en ce moment, je suis ici avec toi. Ah, super. Mais écoute, de mon côté, pour me présenter vite fait, j'étudie en psychoéducation à l'Université Laval. Et j'ai toujours eu un intérêt pour la relation d'aide, et je me suis dit un jour, il faudrait bien que je me lance. Donc, je me suis trouvé un endroit pour pouvoir un peu commencer mes premiers pas comme intervenant. Et après avoir discuté justement avec Geneviève, là, qu'on a pu vous présenter dans un des premiers épisodes, donc la directrice au Cercle polaire, lors de mon embauche, on a discuté beaucoup, puis on a réalisé que j'avais un beau bagage en tant que jeune, d'où mon âge, là, avec ma famille. Donc, on a réalisé que j'avais un bagage vraiment dans plein de sphères familiales, surtout, qui pourrait être très intéressant pour me donner ce chapeau de père aidant, famille, jeunesse. Donc, en plus d'avoir le chapeau d'intervenant au Cercle polaire. Donc, ça a vraiment été un peu du hasard. Même moi, là, à me questionner, je ne savais pas que j'avais l'expérience, le vécu pour pouvoir avoir ce chapeau. Maintenant, je l'ai. J'en suis vraiment content et fier de pouvoir donner un peu d'espoir aux gens. Donc voilà, donc on va maintenant expliquer un peu, en gros, vite fait, là, la père aidance, on parle de quoi, c'est quoi que ça mange en hiver. Euh, je peux peut-être te laisser un peu nous expliquer au niveau juste père aidance global, tu sais, ça ressemble un peu, c'est quoi juste une personne qui est père aidante, juste nous aider là-dedans, puis je vais t'aider justement à rajouter des informations parce qu'il y a père aidant, il y a père aidant famille, père aidant jeunesse, donc ils ont plusieurs comme catégories, mais au final, c'est toute une grande famille. Donc, je te laisse peut-être nous expliquer en gros, là. Oui, la père aidance, Philippe, c'est une personne qui a déjà, qui a quelqu'un de son entourage ou qui a déjà eu quelqu'un de son entourage tu l'as à plusieurs niveaux, là. Tu peux avoir des gens Mhm. qui ont quelqu'un de leurs entourages qui vit des enjeux de santé mentale. OK. Tu peux aussi être père aidant parce que moi, j'ai déjà été père aidante pour mon père qui était diabétique, amputé de ses deux jambes. Mm. Donc, étant enfant unique, j'étais la seule sur qui il pouvait compter étant donné que ma mère était décédée. OK. Et j'ai aussi un proche qui n'a pas de diagnostic de santé mentale, de problème de santé mentale, mais que, veux pas, je vis quand même des choses pas toujours faciles avec cette personne-là, mais qu'on a un vécu expérientiel. Donc, ça veut dire qu'on Exact. est, on est différent des travailleurs sociaux ou des intervenants sociaux. Mhm. On n'a pas les mêmes connaissances que ces personnes-là, mais on a de l'expérience. Donc, on est capable de se mettre à la place des gens parce qu'on l'a vécu, on sait très bien qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre,
comment qu'ils se sentent, les Mhm. impuissances, vouloir aider. On a tous, je pense, un peu un instinct de sauveur. Ah Alors, bah oui. comment qu'on peut continuer à travers ça, avancer et ne pas sombrer. Ben oui, ben oui. Ben c'est ça, là. Je sais pas pour les gens qui vont nous écouter si vous avez déjà un peu entendu parler des trois savoirs. Donc, on a le savoir, donc les connaissances. Il y a le savoir-être, qui est un peu votre manière d'être, votre vécu, votre manière d'être avec les autres. Et le savoir-faire aussi. Donc, on va dire que pour aider à imager la différence avec un intervenant-intervenante, puis une père aidante ou un père aidant, on va vraiment être au niveau du savoir et du savoir-être. Parce que justement, le savoir-être est très très fort chez les pères aidants, pères aidantes. Parce que justement, on a le vécu, on est vraiment on a la compréhension de ce qui s'est passé, le vécu partagé, on a été dans les mêmes bottes, on peut vraiment partager au niveau comme tu as dit, le savoir expérientiel. Tout à Tandis fait. que quelqu'un qui va sortir peut-être plus des études, qui est plus axé sur, n'a pas nécessairement vécu autant, pas été baigné dans la même expérience qu'une père aidante, mais va avoir des connaissances. Donc là, on est plus dans le savoir. Fait que c'est sûr que ça va teinter l'approche. Mais ça veut pas dire qu'un intervenant ou un père aidant n'a pas de savoir ou n'a pas de savoir-être. Mais c'est vraiment de comprendre que pour certaines personnes qui viennent consulter, il y en a qui vont peut-être préférer quelqu'un qui va être dans le savoir, qui va pouvoir partager, puis cet aspect-là d'espoir, dire ah, cette personne avec qui je parle en ce moment comme père aidant, père aidante, elle s'en est sortie. Tandis que quand on est devant un intervenant, des fois ça va être plus comme bon, ben c'est plaisant parce que j'ai des connaissances, ça me permet d'aller chercher des concepts, des notions, puis de l'appliquer, de me donner des devoirs même aussi. Malgré qu'un et l'autre peuvent le faire, mais on sait que c'est les couleurs qui sont plus populaires, on va dire, dans les deux professions. Mais les deux sont très complémentaires, ça se fait énormément de plus en plus en fait. Je trouve que dans les équipes, ça permet justement aux intervenants de savoir ah ok ben les pères aidants nous amènent telle notion qu'on savait pas parce qu'on n'a peut-être pas vécu l'expérience et ainsi de suite là, les intervenants peuvent amener leurs connaissances de l'école aux pères aidants. Donc c'est vraiment ça là, en gros selon moi pour bien englober tout ça. Père aidant c'est quoi? C'est vraiment quelqu'un qui a vécu une expérience plus ou moins similaire à la vôtre et qui est prêt à vous écouter, vous épauler et vous faire regagner cet espoir-là qui est peut-être un petit peu perdu et qu'en parlant avec quelqu'un qui a vécu ce qu'on a vécu, ça fait tellement de bien. Tout à fait. C'est Tout à vraiment fait. cet aspect-là, selon moi, qui est important à prendre en compte. Donc, merci. Merci là, de m'avoir épaulé là-dedans, là, pour avoir expliqué le concept. Maintenant, on avait parlé, c'est ça, père aidant famille, père aidant jeunesse. Oui, Là, on a parlé père aidant, père aidante. Là, toi, je sais que c'est père aidante famille. exact. Donc, et moi, on m'avait dit un peu plus à axer jeunesse parce qu'on sait que c'est moins populaire aussi. Puis je suis encore très jeune. Puis que mon expérience était vraiment justement axée jeune, là, un enfant vis-à-vis des parents. Donc, je peux peut-être te laisser juste nous expliquer un peu pourquoi que c'est comme axé famille. Qu'est-ce que ça veut dire axé famille? Puis je vais pouvoir expliquer après, moi, jeunesse, ça veut dire quoi. Puis ensuite, on va pouvoir peut-être parler de nos histoires, là. Oui, pas de problème. Alors, du côté père aidant famille, la différence que je ferais avec la père aidant famille jeunesse, père aidant jeunesse, Mhm. excuse-moi. Oui. euh, Moi, étant maman, j'ai deux jeunes adultes. Ben, deux Mhm. jeunes adultes. J'ai deux adultes, 27 ans et 28 ans. Mhm. Donc, j'ai un vécu expérientiel avec un de mes enfants. OK. Tandis que je pense que toi, c'est toi vis-à-vis un parent. Donc, Mhm. je suis peut-être plus. Il y a peut-être certaines personnes qui vont plus. On peut faire le travail de la même façon tous les deux, sauf qu'on a. On a comme les deux côtés de la médaille. On a Ouais. comme le côté, mettons, adulte, le Mhm. côté peut-être plus enfant. Exact. Donc, on voit les deux versions de la médaille. Mhm. Alors, moi, je peux, des fois, peut-être, je peux plus aider quelqu'un, une maman ou un papa qui vit quelque chose avec un de ses enfants. Mhm. Donc, je suis capable de me mettre dans ses bottines en étant parent, de Ouais. peut-être plus comprendre. Et toi, ben, si tu rencontres un jeune, je pense, qui vit des enjeux avec un de ses parents, son père ou sa mère, je pense que tu es plus aussi en mesure de savoir comment on peut se sentir
en étant, mettons, enfant, mais enfant, je veux pas juste dire les jeunes enfants, là, Ouais, mais ouais. ça peut être ado, jeune adulte, Ouais, mais ouais. Ben, vis-à-vis l'enfant un d'un parent, là, peu c'est ça. importe l'âge, là, dans le fond. Exact. Enfant, Ouais. parent, parent, enfant. Alors, je pense que c'est ça. Mais en même temps, nos expériences, on a beaucoup de choses similaires. Alors, je pense qu'un comme l'autre, on peut faire le même travail, mais tu es peut-être plus apte avec le côté jeunesse et moi le Mhm. côté famille. Ben, vraiment, là, en expliquant, t'as comme un peu aussi expliqué la différence en réalité, parce que de la manière que je le voyais, c'était vraiment ça. Là. Famille, là, t'étais plus du côté avec l'expérience que t'as vécue, c'est au niveau des personnes qui ont aussi fondé là, la famille. Là, c'est des parents qui ont eu des enfants, qui ont fondé leur famille, qui ont Oui, construit leur cocon et les difficultés reliées à tout ça. Tandis que jeunesse, bon, on peut embarquer peut-être au niveau de l'adolescence aussi, malgré que ça a l'impact sur les parents, là, très, très beaucoup. Mais au niveau jeunesse, des fois, c'est d'aller de l'autre bord de la médaille, comme tu as dit, de comprendre peut-être plus le point de vue de l'enfant, du jeune adulte ou de l'adolescent. Ça, c'est un peu plus ma sphère. Là, c'est de la perspective. C'est vraiment ça, selon moi. Du côté comme du jeune ou de la jeune qui a son évolution, tout ce les changements d'école, la puberté, tout ce qui inclut, les amis, c'est vraiment important, l'image de soi ou tout ça. oui, En plus d'avoir les difficultés familiales. Parce que de ton côté, là, on a la difficulté familiale, puis on a comme les obligations envers les enfants, le travail, toutes ces choses-là que, justement, la jeunesse, on touche un peu moins. exact. Que c'est moins populaire, j'aimerais dire. Bon, mais merci beaucoup. J'espère que c'est quand même clair, là, que... tu sais, en réalité, c'est peu importe, là, c'est juste de comprendre que on est là parce qu'on a du vécu, puis qu'on pense que on peut partager ça avec les gens, puis ça peut être vraiment soulageant. C'est de ventiler aussi. On Oui, n'est tout pas là à pour faire fait. des cours théoriques de 3 heures. C'est parler avec quelqu'un, puis ça soulage, ça ventile. Oui, Tu sais. ventiler, se Mhm. sentir écouté, se sentir compris, Mhm. euh, voir les choses d'un autre angle, parce que souvent, quand on est dans notre problème, on a comme des œillères, si on veut. Mhm. Quand on a un parti pris dans une épreuve, dans un problème, Eh des fois oui. c'est dur. On a besoin d'une tierce personne qui a vécu la même chose, une situation similaire, des fois pour nous faire voir les choses autrement. Exactement. Puis, par exemple, que moi, j'aurais aucune disponibilité à donner à quelqu'un qui aurait besoin d'un père aidant jeunesse, par exemple, ben, tu pourrais très bien aussi le faire parce que la famille, ça englobe aussi ça. En tant que jeunesse, autant que la jeunesse, ça fait partie de la famille. Donc, n'importe quel père aidant, père aidante peut répondre à n'importe qui parce qu'au final, toutes les émotions sont souvent partagées. La culpabilité, le lâcher prise, l'incompréhension, tout ça. Mais c'est Tout sûr à que fait. ça aide d'avoir, comme tu dis, comme une personne qui est le plus proche possible de notre vécu Oui, pour tout à vraiment fait. avoir le meilleur aspect possible, le meilleur résultat possible regagner espoir parce que, ah oui, cette personne a vraiment vécu exactement la même chose que moi, ou presque en tout cas. Ça crée vraiment un lien fort. De plus en plus, la personne a vécu un truc similaire. On dirait que ça donne un effet encore mieux, ça donne un boost, là, tu sais. Oui, oui. Vraiment. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'un comme l'autre, on peut être autant polyvalent Mhm. parce que, comme tu disais tout à l'heure, les émotions sont les mêmes, là, que tu sois Ouais, jeune exact. adulte ou que tu sois adulte, parent ou que tu sois enfant. Je pense que de la colère, tout le monde en vit, de la frustration, de l'impuissance. Alors, on est en mesure de comprendre tout ça. C'est sûr que si tu as quelqu'un qui était vraiment dans les mêmes bottines que toi, ça fait un plus. Exactement. Mais autant un que l'autre, on a notre vécu Mhm. Ouais, c'est qui se vraiment rejoint. une belle innovation là, de tout ce qui est père aidant, parce que c'est pas si vieux que ça. C'est les pères aidants famille, jeunesse, c'est encore très très jeune tout ça. Donc, je pense que ça a énormément sa place dans la société parce qu'on a besoin de ça plus que jamais. Là. Tout partout, on est en pénurie de main-d'œuvre. Alors, je pense aussi que les travailleurs sociaux, Ouais. puis les intervenants, je pense qu'ils ont besoin aussi de pouvoir déléguer. Oui, ouais, je lisais ça faire une petite parenthèse, je lisais ça dans les lectures justement, que l'apport que les pères aidants, pères aidantes avaient dans les équipes professionnelles, c'était vraiment plaisant parce que ça permettait de, souvent tellement qu'ils n'ont pas le temps, les professionnels ou les intervenants, intervenantes, de donner du temps aux gens, ben, de les retourner à la maison, les mains vides, ben, ils pouvaient leur donner des contacts, les référencer vers de la père aidance.
Les gens étaient comme, ben, malgré que la situation est comme un peu en pause, ben, je peux comme ventiler avec quelqu'un qui a vécu ce que je vis en ce moment. Oui, je pense que ça fait une belle continuité, un beau soutien qu'on peut offrir aux gens. Exact. Bon, ben parfait. On a vraiment donné des belles qualités à l'appareil danse. Puis c'est merveilleux. Puis c'est en effet très merveilleux comme principe, comme concept, tout ça. Je t'ai fait casser la glace depuis le début. Je pense que je pourrais peut-être commencer Oui. avec mon background, mon histoire, Oui. du pourquoi. Dans le fond, on parle, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis père aidant? Si on va parler ici, pour moi, de mon histoire, c'est vraiment père-fils. Malgré les impacts que cette relation-là difficile a eu un impact sur tout le monde. De ma soeur, ma mère, puis ça a affecté la relation entre ma mère et ma soeur. Et moi, j'ai été dans cette triangulation-là, hein, entre les trois ensemble. Donc, j'ai vraiment été dans plusieurs triangles, on va dire. Père, moi, sœur, mère, moi, ainsi de suite. Mais ça venait vraiment au niveau de mon père. C'était une expérience assez particulière. Ça a commencé vraiment tout jeune, que je connaissais rien, je m'en rappelle même pas, puis on me raconte des choses que j'ai pu vivre sans vouloir trop rentrer dans les détails non plus. Qu'on aimerait juste pas vivre. Je pense que c'est pas quelque chose qui est nécessaire à vivre dans la vie. Pour dire les mots, là, violence physique, violence verbale, ça a été quelque chose qui a fait partie de mon parcours. Heureusement pour moi, je dirais que la violence physique n'a pas été très très présente, malgré qu'elle a été là. Mais la violence psychologique a été toujours un peu là, mais très sournoise, très très sournoise. Pour vous donner un peu l'idée, on me jouait beaucoup avec mes émotions. Il y a eu aussi de l'aliénation parentale. Donc, pour vous expliquer un peu, là, quand un parent ou les deux parents, un contre l'autre, là, racontent des bêtises dans le dos de l'autre parent pendant que les enfants sont avec eux, puis ainsi de suite. Là, c'est comme un peu se cracher dans le dos. Et le pire, c'est de le faire quand les enfants sont là. Donc, par exemple, mon père, quand j'étais avec lui, ma soeur, il nous parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup en mal de notre mère. C'était rarement, mais presque jamais positif. Donc, imaginez-vous, vous êtes un enfant, vous entendez des choses horribles. Vous revenez vivre chez votre mère quand c'est la garde partagée, puis vous avez juste envie d'haïr votre mère, dans le fond. Là. Vous êtes un petit peu comme une éponge quand vous êtes petit. Vous êtes un peu brainwashé par les idées qui ont été véhiculées par un de vos parents. Donc, ça crée vraiment des dynamiques complètement brisées, non chaleureuses. C'est du temps perdu, selon moi, à y repenser. Donc, les relations entre les enfants et les parents étaient quelque chose. Je suis très reconnaissant au niveau de ma mère qui a été très forte pour nous supporter là-dedans, mais c'est ça. Il y a pas de trouble de santé mentale, il n'y a pas de diagnostic au niveau de mon père, mais il y a des traits. Il y a des traits qui sont ressortis. Et ce sont justement des traits de caractère qui font que c'est une personne qui avait beaucoup la tendance à manipuler aussi les gens. Donc, de manière peut-être même inconsciente, ce qui rend la chose triste. Hein? Les gens, ils sont peut-être pas toujours conscients de ce qu'ils font. Et donc, il m'a joué émotionnellement. Hein, voilà, je vais donner des exemples comme pleurer, par exemple, devant moi, dire qu'il m'aime beaucoup, il m'aime énormément et qu'il est désolé de ne pas avoir eu la garde totale, par exemple, de nous laisser partir avec ma mère. Donc, mais toujours, les émotions, oui, certes, c'est bien, mais toujours dans l'idée de manipuler ou de dénigrer l'autre parent, en fait. Oui. Donc, ça a été très difficile pour moi et ma soeur aussi, qui pourrait être, qui pourrait être père aidante, là, si elle voulait. Donc, ça a été très difficile d'être tiré vraiment quand t'es jeune. Là. On parle vraiment de tout. De moi, après 3 ans, là, c'est là que je me rappelle un peu plus les événements, mais à partir de 3 ans jusqu'à pas mal 20, 21, j'en ai beaucoup. Là, j'ai vécu beaucoup de choses, des violences psychologiques, verbales, vraiment beaucoup de choses qui ont fait en sorte que ma relation, je m'éloignais de mon père, puis j'essayais de revenir parce que c'est le concept un peu de la famille. Tu sais, on aime nos parents, on essaie d'aimer, on veut aider. On essaie de s'accrocher à ça parce qu'on se dit que la famille, il faut que ça reste fort, ça soit soudé. Oui. Donc, il y avait cette idée-là qui me raccrochait tout le temps avec ma soeur de revenir vers notre père. On va l'aider, on va essayer de voir. Puis des fois, on se questionnait, est-ce que c'est nous le problème?
ça allait jusqu'à là, tu sais, c'était vraiment un jeu de mental, là. On était comme... c'est peut-être nous le problème, on se questionnait, parce que quand on en revenait chez notre mère, on était un problème. En réalité, tout ça était vraiment un effet ricochet du comportement que notre père avait avec nous. Là. La manipulation, jouer avec nos émotions, faire de l'aliénation parentale, donc dénigrer ma mère, nous insulter. Il fallait marcher sur des œufs beaucoup avec notre père pour que tout aille bien. Faire attention à ce qu'on disait. Puis c'est difficile quand t'es jeune, tu sais, des fois t'étais un peu spontané, mais au moment qu'on faisait ça, on se le faisait vraiment dire, là, on se faisait prendre du revers. Donc ça a été très difficile à ce niveau-là. Donc c'est ça, on le pardonnait, il s'excusait, entre guillemets, ça recommençait tranquillement à bien aller, ça recommençait. Donc des choses vraiment terribles. Par exemple, juste pour finir un peu, on avait fini une grande crise entre lui et moi et ma soeur quelques mois avant ma fête, et ça s'est réglé. Et le jour de ma fête, en fait, j'étais censé partir en voyage. Et je savais que mon père allait m'appeler pour ma fête, par exemple. Et je voulais attendre qu'il m'appelle pour lui parler. On allait fêter ma fête en même temps au téléphone, mais j'allais prendre l'occasion pour lui dire « Je pars en voyage, blablabla. » Et finalement, la première chose qu'il m'a dit, il dit « Hey, tu pars en voyage et je suis le dernier à le savoir. C'est quoi ça? Tu me fais sentir comme une merde. Je suis rien pour toi. C'est quoi ce non-respect, vraiment? » Puis j'en manque, là, sûrement, mais c'était le jour de ma fête. Hein. J'ai pas eu de bonne fête, là. J'ai pas eu de bonne fête. C'est vraiment comme lui, il passait avant tout. Et ça m'a détruit émotionnellement. Il m'a rappelé quelques heures après pour s'excuser. Il dit « Ça n'a pas de bon sens, nanana. Ok, je te fais confiance. » Puis là, après quelques semaines, on se reparle pour avoir des nouvelles et ça rééclate parce qu'il fallait vraiment marcher sur des œufs. Ça recommence, c'est reparti. Toute ma vie, ça a été ça. Pendant peut-être 15, presque 20 ans, ça a été que ça. Des hauts et des bas. Donc un jour, il faut arrêter. Moi, j'ai essayé, donc voilà. Donc c'est un peu ce côté-là. Vraiment, le père, un père-enfant, ça a été vraiment ce côté-là. La relation très difficile avec un parent, puis comment que j'ai fait pour réussir à couper les ponts. Malgré que je pense toujours un peu à lui, il était un peu quelque part dans mes pensées, mais c'est quoi mes outils pour réussir à surmonter ça? Donc quand je reçois des gens, qu'on parle de ça par exemple, ça les aide beaucoup là, de comprendre que c'est possible, malgré que c'est difficile. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. Alors, pour parler un petit peu de moi, de mon histoire, Oui. avec un de mes enfants, si j'essaie de faire un petit résumé là, depuis, juste pour montrer un petit peu le profil. Moi, les défis, les enjeux ont commencé tout jeune, dès la maternelle. Mm-hmm. Même, je pourrais quasiment dire avant ça. Là, je me rappelle qu'à l'âge de 2 ans, quand c'est mon garçon, alors quand mon garçon se faisait mal par lui-même, tombait, et moi, j'accourais pour le réconforter, il ne voulait pas. Il s'en allait dans un coin. Il allait pleurer tout seul dans un coin. Okay. Puis si j'essayais d'aller lui parler, ça ne marchait pas. Il fallait que je le laisse revenir comme à lui, normalement. Puis il sortait de son coin tout seul. Okay. Puis il jouait comme n'importe quel enfant en jouet. J'ai toujours trouvé ça un petit peu spécial de sa part. Mais je me suis pas plus questionnée que ça. Je me disais, c'est son tempérament, il est comme ça. Et à la maternelle, là, c'est là où ça commençait à être un peu plus difficile. J'avais souvent des téléphones de l'école ou quand j'allais chercher mon garçon à l'école à la fin de la journée de travail, on me disait, il bouge tout le temps sur sa chaise, il échappe son crayon, il échappe son efface, il est étourdi, il reste pas droit dans les rangs. C'était tout le temps que du négatif, assez qu'à un moment donné, j'avais demandé à l'école, dites-moi juste une chose de positive dans la journée, je peux pas croire qu'il fait juste des affaires sans bon sens. Et à ce moment-là, j'avais été voir une travailleuse sociale parce que j'étais dévastée je me dis, ça se peut pas. Il ne peut pas être juste faire des choses comme ça. Là. C'est un petit garçon enjoué, toujours un petit bout en train, sourire, il bougeait beaucoup. Et finalement, l'école voulait que je le mette sur le Ritalin à l'époque, en disant qu'il était TDAH. Donc, j'avais été voir une pédopsychiatre, excuse-moi, qui, après analyse, évaluation plutôt, avait dit qu'il était beaucoup plus déficit d'attention qu'hyperactif, mais qu'il y avait des moyens pour travailler ça sans être obligé d'aller vers la médication. Okay. Alors, c'est ce que j'avais décidé de faire.
Et là, ben ça s'est enchaîné. Il y a eu comme tout de suite l'étiquette à l'école de petit garçon dérangeant. Alors, il a fait, je crois, 4 ou 5 écoles durant toute sa maternelle. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, ça fait un garçon qui se revire sur un 10 sous assez vite, capable de s'adapter dans n'importe quelle situation. Mais à l'époque, je me disais, mon Dieu, aucune stabilité, ça n'a pas de bon sens tout le temps changer comme ça. Mhm. Et quand ça s'est replacé, c'était à la 5e année. Donc, il est revenu dans une classe, là, entre guillemets, normale. Ouais. Et l'entrée au secondaire, c'est bien fait. Je dirais que c'est peut-être à partir de secondaire 2. Là, ça a été... un petit peu avant, excuse-moi. La 6e année, il y a eu le diagnostic d'être diabétique. Donc, à l'insuline, 4 injections par jour. Donc, ça, je pense que ça a été difficile pour lui, même s'il ne l'a jamais vraiment dit. Parce qu'il ne se sentait pas comme les autres, se sentait à part un peu. Des collations spéciales à l'école. Ce qui a aidé la chose, c'est l'entrée au secondaire. Les collations n'étaient plus vraiment supervisées, donc il pouvait amener les collations qu'il voulait. OK. Ça a été un peu plus facile, mais aussi avec l'entrée au secondaire, il y a souvent aussi les fréquentations, des fois, qui sont plus ou moins bonnes. Mhm. Alors, c'est sûr qu'il a peut-être été peut-être en se sentant un petit peu à part, ça l'a peut-être enclin à vouloir avoir un sentiment d'appartenance avec d'autres gens. Donc, il a peut-être été un petit peu vers les fréquentations plus ou moins bonnes. Ensuite, a commencé l'enchaînement de la consommation. Ensuite, du décrochage scolaire. Ensuite, des délits qui ont fait aussi un petit passage à la DPJ. Ensuite, rendu majeur, il y a eu un passage en détention aussi. Et la consommation a toujours été en augmentant. Il a été quelques fois en thérapie, sans jamais terminer les thérapies, mais il a quand même appris de ces thérapies-là. Ce qui faisait un petit peu comme toi, que j'avais toujours l'impression de marcher sur des œufs. Exact. Des fois, ça pouvait éclater à la maison pour un oui ou pour un non. Des fois, c'était, je te donne un exemple, viens-tu me reconduire chez un de mes amis? Puis là, ça pouvait arriver que je sois fatiguée, ça ne me tente pas de sortir, puis je lui disais, non, maman, à soir est fatiguée. Là, ça pouvait éclater, il pouvait avoir des coups de poing dans les murs. Il pouvait me traiter de toutes sortes de noms, dire, je m'en vais, je vais couper les ponts avec toi, du chantage émotionnel. Donc, ça pouvait aller bien 2 minutes, puis 2 minutes après, ça l'explosait. Puis je me demandais tout le temps, mais voyons, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Je me remettais continuellement en question. Et tout ça pour dire que, à un moment donné, j'ai arrêté de me poser la question parce que je cherchais vraiment qu'est-ce qui se passe pour qu'il agisse comme ça. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, une chose que j'avais retenue quand je voyais une travailleuse sociale qu'il était tout jeune, j'avais été à un cours qui donnait au CLSC, être parent, ça s'apprend. Et oui. on dit toujours qu'on ne vient pas avec un manuel d'instruction quand on a des enfants. Oui. Mais ça m'avait vraiment piqué ma curiosité. J'y avais été. Et on disait, ne cherchez pas la chose qui fait que ça éclate. C'est un paquet de facteurs. Et ça m'est toujours... ça m'est toujours resté en tête. Et quand je me suis dit, qu'est-ce que je fais de pas correct, ça m'est revenu et je me suis dit, non, il y a plein de choses. Là. C'est pas juste une chose. C'est comme quand on dit la soupape est pleine, c'est ça, il y a plein de choses. Un père pas très présent, l'étiquette de troubles de comportement, l'étiquette de consommation, le décrochage scolaire, des échecs amoureux qu'il vivait. Donc, étant monoparentale aussi, c'était pas facile. Alors, j'essayais de jouer un petit peu les deux rôles. Mettre mes limites, je les mettais, mais à un moment donné, j'étais fatiguée. Alors, c'était comme, fais ce que tu veux. Là, je suis tannée. Je dis non, 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 non. Puis à un moment donné, je suis plus capable. Vas-y. Donc, c'est sûr que j'ai jamais eu vraiment de constance, mais en même temps, je me disais, il y avait envie de bouger. Diabétique, si ton diabète n'est pas très bien contrôlé, ça peut donner des sauts d'humeur. Ouais. Consommation peut faire la même chose aussi. Exact. Fait que je me disais, c'est un petit peu tout ça qui fait que des fois, ça explose. N'empêche qu'il est capable d'être correct, un peu comme tout le monde. Mais il y a des situations où il y a de la misère à gérer ses émotions. Donc, l'impulsivité est encore là, moins présente que quand il était tout jeune, mais elle est encore là. Alors, des fois, je fais plus attention à ce que je vais lui dire, comment je vais lui dire.
Avant, je dirais qu'il ne s'excusait jamais. Maintenant, il s'excuse de ses comportements. Donc, je vois qu'il a maturé, qu'il a C'est mûri. exact. Il y a la maturité Oui. commence à embarquer un peu. Exact. Ça aide, ça peut aider. Oui. Puis il a cheminé aussi à travers tout ça. Je garde espoir que, je veux dire, il est quand même capable de fonctionner. C'est sûr que les difficultés sont plus difficiles à surmonter, je dirais, pour lui. Ce que nous autres va nous dire, c'est décourageant, mais je vais y arriver. Ben, je pense que lui, il voit souvent la montagne très, très, très haute et très difficile à franchir. J'ai beau lui dire souvent, t'es capable, lâche pas, là, t'es fort après tout ce que tu as passé à travers dans toutes les épreuves de ta vie. Mais souvent, je vais entendre, non, là, je suis juste plus capable, je suis rendue au bout du rouleau. Donc, j'étais comme toujours là à recrinquer aussi. Maintenant, j'ai appris à me dire, écoute, il faut qu'il apprenne aussi de lui, il faut qu'il vive ses émotions, il faut qu'il vive les étapes de sa vie. Alors, quand il me pose des questions, des fois, qu'est-ce que je devrais faire? Ben maintenant, j'apprends à lui relancer la balle et dire, suis ton instinct, parce que tu as un bon instinct. Et en même temps, je vous cacherai pas que moi, je te cacherai pas que moi, ça me permet aussi, quand des fois je lui disais, ben moi, je ferais ça, puis qu'il le faisait, ben des fois, il me disait, ben c'est ta faute, parce que j'ai suivi ton conseil. Alors là, maintenant, je me dis, tu es adulte, tu es capable de prendre des bonnes décisions, vas-y avec ton ressenti, puis tu te tromperas pas. Puis si tu te trompes, ben ça va être juste... chaque leçon de vie, il ne faut pas les voir comme négatives. Moi, je me suis peut-être pas toujours dit, mais je veux dire maintenant, je me dis, chaque chose que tu vis t'amène à grandir à travers ça. C'est une opportunité, ben oui. Oui, c'est une opportunité. Fait que... C'est une question de point de vue, de posture aussi, de comment qu'on se prend devant un événement de la vie. Oui, comment qu'on aborde les choses, comment qu'on les voit, comment qu'on aborde, comment qu'on traverse. C'est ce qui nous forge, qui nous rend plus forts. Alors, c'est un peu ça que je veux qu'il apprenne. Ben, il l'apprend, il l'a déjà appris, mais c'est ça que je veux qu'il continue de travailler. Continue à garder, Oui, qu'il continue à garder. Oui, ben on entend là, que tu as développé bien des outils. Puis quand je parle d'outils, on parle juste de concepts, de compréhension, d'un travail psychologique que tu as fait derrière ça qui t'a permis de mieux t'outiller, mieux faire face justement à ce que tu vivais, le défi dans le fond que tu as eu. C'est pareil pour moi aussi, là, dans le fond, les outils que ça m'a donné là, pour pouvoir être un peu plus résilient aujourd'hui. Puis tantôt, tu avais parlé de chantage émotionnel. Wow! C'est vraiment exactement ça. Exact. C'est vraiment chantage émotionnel. C'est vraiment les deux mots. Oui. C'est vraiment les deux mots qui frappent vraiment, là, puis marcher sur les œufs. En espérant que... Ben merci. Merci beaucoup de ton partage. J'apprécie énormément. En espérant que les gens qui vont avoir écouté cet épisode vont s'être un peu reconnus ou qui vont avoir reconnu quelqu'un d'autre qui vit peut-être la même chose. Parce que moi, en parlant avec d'autres jeunes, d'autres amis, j'ai réalisé que je croyais que j'étais toute seule. J'étais vraiment toute seule. J'étais comme, ça se peut pas, là. Je dois être toute seule à vivre ça, là, j'espère, en tout cas. Finalement, non. Voisins, coin de la rue, mes amis au secondaire, plein de monde ont vécu des difficultés à des degrés différents. Donc, c'est très, très, très commun, malheureusement, donc, de vivre ces défis-là. Mais c'est d'en parler, puis de voir les bonnes personnes, de s'outiller, comme nous, on s'est outillés. Vous pouvez le faire, justement, avec des pères aidants, pères aidantes, justement, au Cercle polaire. Il y a plein d'organismes qui offrent justement la paraidance. Au Cercle polaire, on le fait. On est 2 maintenant, 2, 3, je crois même. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ça ressemble un peu à ça, une séance de paraidance. On discute, on fait revivre l'espoir, on comprend, puis on brise l'isolement. C'est la chose numéro 1 à faire, de briser l'isolement. De comprendre qu'on n'est pas tout seul, ça aide tellement. Et merci de l'avoir fait pour cet épisode. Oui, ça m'a fait plaisir. Je terminerai peut-être aussi en ajoutant qu'il y a une ligne de père aidant famille qui existe aussi. Oui. C'est sûr que ce n'est pas du 24/7. Par contre, ça peut vous aider. Des fois, il y en a qui des fois qui préfèrent commencer comme ça avant de venir rencontrer un père aidant famille. Oui, bien sûr. C'est moins intimidant. Oui. Alors, j'en profite pour donner le numéro qui est le 1-800-349-9915.
Alors, la ligne d'écoute de Père aidant famille, et n'hésitez pas à venir nous voir au Cercle polaire. Ça va nous faire plaisir, autant Philippe que moi-même, à vous rencontrer si vous avez besoin de ventiler. Exact. On mettra le numéro, les informations dans la description de la vidéo, bien entendu. Et les liens des références, des ressources. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine pour le prochain épisode dans l'entourage du Cercle polaire. Au revoir. Bye bye.